Bonjour à tous. Bienvenue au Préhistorisme. C'est un plaisir de vous accueillir. C'est un plaisir aussi d'accueillir nos deux intervenants, même si nous avons un intervenant plus régional, j'aurais tendance à dire. Dans le cadre de l'exposition La Terre en héritage du néolithique à nous, et également pour inaugurer les Journées internationales de l'archéologie, le Préhistomuseum est très heureux d'accueillir ces deux orateurs ce soir. D'une part, Monsieur Nicolas Caux, que je me dois de présenter, qui est archéologue, préhistorien reconnu, conservateur au Musée royal d'art et d'histoire de Bruxelles et chargé de cours à l'Université catholique de Louvain. Il est aussi, accessoirement, le co-auteur d'un ouvrage consacré au néolithique, le néolithique en Europe, qui est paru chez Armand Collin. Et d'autre part, Monsieur Fernand Collin, directeur du Préhistomuseum, préhistorien reconnu aussi, en tout cas pour ses capacités à la médiation originale de la préhistoire. Ça nous a paru une évidence, c'était aussi une évidence pour Monsieur Collin, de lancer un dialogue entre ces deux préhistoriens. Pourquoi? Bien, d'abord parce que chacun, avec leurs connaissances et leurs connaissances mutuelles également, ils vont pouvoir apporter un éclairage que nous espérons enrichissant, évidemment, et original sur cette révolution mondiale qu'est le néolithique, sur ses origines, mais aussi sur ses conséquences que l'on peut encore observer aujourd'hui. D'autre part, c'était une évidence, puisque l'exposition La Terre en héritage du néolithique à nous renferme de nombreuses pièces archéologiques issues des collections des musées royaux d'art et d'histoire de Bruxelles. C'était un choix scientifique pertinent, mais c'était aussi un choix écologique, puisque cela a permis de réduire l'empreinte carbone d'une exposition renfermant autant de pièces archéologiques diverses et variées. Je ne parlerai pas plus pour laisser la parole aux vrais intervenants de la soirée. Bon dialogue et bonne conférence. Merci Zaline. Merci. Chers amis, cher Nicolas, je suis vraiment ravi d'avoir ce dialogue avec toi ce soir autour d'un sujet passionnant qui est celui de mettre en résonance ce que nous apprend la préhistoire et notre réalité actuelle, l'actualité. On a intitulé ensemble ce dialogue de l'anthropocentrisme à l'anthropocène. Et en référence à l'exposition qui se trouve ici à l'étage, je me dois quand même de nous donner un cadre chronologique à ce dont nous allons discuter. 3 millions d'années de peuple chasseur-cueilleur, 10-12 000 ans de peuple néolithique et puis 300 ans d'anthropocène. Depuis 300 ans, alors les géologues discutent du point de départ de l'anthropocène. On le situe tantôt à la Renaissance pour des raisons philosophiques, tantôt au début de la révolution industrielle pour des raisons technologiques, tantôt à la bombe d'Hiroshima pour des raisons de politique mondiale. Mais bon, ce n'est pas grave, depuis 300 ans, l'humanité est en train de laisser des traces indélébiles des fossiles, des choses vérifiables pour les générations futures, et ce n'était pas le cas avant. Et depuis 20 ans, on entend parler des enjeux climatiques. Et depuis 10 ans, on a les Nations Unies qui régulièrement font des COP, des coopérations nationales, pour identifier des mesures à prendre pour éviter que les problèmes climatiques et environnementaux enclenchés aujourd'hui ne s'empirent. Le plan 2030 est donc en filigrane de notre discussion, puisque Jean-Pierre Demoule, avec son équipe de l'INRAP et le Musée des Confluences, ont fait une exposition, La Terre en héritage du néolithique à nous, qui pointe du doigt le néolithique comme le point de départ, le point à l'origine de nos problèmes. Voilà pour planter largement le décor. L'Anthropocène est donc un sujet sérieux, plein de débats, où il y a autant de données scientifiques que philosophiques qui interviennent. Mais ce n'est pas le propos aujourd'hui, parce qu'on va aller sur cet anthropocentrisme qui serait à l'origine de l'Anthropocène. Alors, mon cher Nicolas, à toi la balle, l'anthropocentrisme et la préhistoire. Oui, alors, puisqu'on parlait du néolithique qui était le point de départ de nos problèmes, moi déjà depuis un bon nombre d'années, j'ai encore reculé dans le temps
le problème, parce que je pense que le néolithique, alors le néolithique, c'est cette période où apparaît l'économie de production, les premières économies de production. Ce néolithique, évidemment, malgré sa perception, qu'elle soit été qualifiée de révolutionnaire, ne sort pas ex nihilo de n'importe quoi. Et je pense qu'il s'est passé des choses aux périodes précédentes qui ont en quelque sorte préparé le terrain. Et j'avais appelé ça l'anthropocentrisme parce que il me semble qu'avec déjà des changements climatiques, mais ceux-là naturels, qui se passent, ça commence plus ou moins pour le faire simple, vers 10 000 ans avant notre ère, ces premiers changements climatiques dont on a encore la mémoire, si vous voulez, que l'on peut mesurer, ont provoqué des nécessités de modification des discours, autant que d'économie, pas que d'économie, mais aussi des discours. Et j'ai l'intime conviction, mais ce n'est pas juste une conviction, il y a quand même des faits réels là derrière, dans notre documentation archéologique, j'ai l'intime conviction qu'une des réponses qui, à l'époque, avait été apportée, c'est un peu un recentrement de la cohésion sociale. Il faut toujours une cohésion sociale pour qu'un groupe puisse exister. C'est basé non plus sur l'environnement et la nature, qui était un peu chamboulé, et qui a été pendant tout un temps instable, avec des modifications parfois extrêmement importantes. Et la réponse des sociétés de l'époque, en Europe et au Proche-Orient, on va le voir, a été de retrouver une autre stabilité pour justifier leur existence. Et ce qu'ils ont choisi, apparemment, c'est eux-mêmes, qui formaient encore un élément stable dans tout cet univers qui, pas du tout de la même façon qu'aujourd'hui, bien entendu, mais cet univers qui a commencé à se modifier, son environnement qui a commencé à se modifier. Et on va en discuter plus loin, de tous les éléments qui permettent d'illustrer, parce que là, je vous lance juste une idée. Mais donc, je pense très sincèrement que ce n'est pas la cause du néolithique, mais il fallait passer par là pour que certains puissent inventer aussi le néolithique. Et donc, le phénomène pourrait être beaucoup plus vieux que simplement l'apparition de l'économie de production, qui est un des avatars de ce recentrement des façons de penser le monde, des visions du monde, beaucoup plus centrées sur l'humanité comme acteur que sur l'humanité recevant de la nature. D'accord, et pour que ce soit bien clair, parce qu'il y a des non-préhistoriens parmi nous, hein, je fais mon rôle de préhistorien médiateur. Eh bien, à la fin du Paléolithique, donc on est aux alentours de 10, 12 000 ans, entre 7 000 ans et 12 000 ans, on a le réchauffement climatique qui va nous amener dans le réchauffement actuel, qu'on appelle le climat contemporain. Et pendant cette fin de glaciation, eh bien, j'en parlais avec Étienne Juvigné il n'y a pas tellement longtemps, eh bien, à l'échelle d'une vie, on pouvait sentir déjà beaucoup d'oscillations climatique. Donc l'impression du changement de climat était perceptible à l'échelle d'une génération. Comme nous, aujourd'hui, hein, peu de choses près, on est capable de voir qu'on a une canicule pour le moment et qu'on aura peut-être des pluies diluviennes la semaine prochaine. Donc voilà, et que ces éléments-là, comme le dit Nicolas, ont été un élément porteur de cette remise en question de l'humanité dans sa relation à la nature. À l'environnement, à son environnement, oui. On continue avec des images peut-être pour nous emmener on va illustrer. Parce que le but, c'est aussi de faire un tour du monde avec des images qui sont des faits archéologiques que nous allons suivre petit à petit pour nous permettre de décoder, de décortiquer tout cela. Parce qu'évidemment, c'est très bien de dire anthropocentrisme, mais si c'est juste une théorie, c'est pas très intéressant. Hein, c'est un peu gratuit. Mais tout ça a été basé quand même sur un certain nombre de faits. Alors, je vous montre ici des magnifiques représentations humaines, anthropomorphes, qui datent déjà du Mésolithique ancien encore, au 7e millénaire avant notre ère, trouvées dans la région des Portes de Fer, c'est ces gorges du Danube qui font la frontière entre la Roumanie et la Serbie contemporaine. Site assez étonnant, dont je vous montrerai encore d'autres illustrations plus tard, qui vous montrent là, réellement des représentations humaines. Alors, ce n'est pas les premières représentations humaines de l'histoire de l'humanité, très loin de là. On en a déjà au Paléolithique, bien entendu. Mais il faut bien reconnaître que dans les périodes précédentes, les représentations animalières étaient plus importantes. Alors, je vous montre ici un document qui, pour sa datation, est encore équivoque. On verra ce que ça donne dans quelques années. Les recherches se poursuivent.
ça pourrait, je dis bien, ça pourrait être une des plus vieilles représentations figuratives de l'histoire de l'humanité. Il y a déjà une série de contrôles qui ont été faits, mais bon, il faudra quand même multiplier la recherche. Ça se trouve en Indonésie, sur l'île de Sulawesi, que vous connaissez tous peut-être de votre scolarité comme étant les célèbres. C'est cette île qui est coincée entre Bornéo et la Papouasie. C'est ce qu'on appelle un cochon perruqueux, avec des mains négatives, je ne sais pas si vous les voyez. Ouais, montre-les parce que l'image Voilà, n'est pas. il y en a une ici avec simple à déjà un peu de dégoter. précipitation au-dessus et une deuxième plus claire ici. Vous avez ce petit cochon. Il y en a un deuxième mais très fortement masqué derrière. La date actuelle proposée de 45 000 ans, on verra si ça se confirme ou non dans quelques années. Mais je vous montre des choses beaucoup plus connues de vous. Entre autres, la grotte Chauvet, on est vers 32 000 ans. Lascaux, les deux autres images, c'est Lascaux, célébrissime. Là, on est déjà un peu plus loin dans le temps, vers 17 000. Mais il faut bien reconnaître que dans toutes ces périodes, les animaux tiennent vraiment une place assez étonnante dans tout cela. Même s'il y a déjà des représentations humaines, les animaux tiennent quand même le haut du pavé. Et ce qui est très étonnant aussi, c'est que ces animaux, j'ai pris des exemples spectaculaires bien entendu, mais ces animaux ne sont jamais dans un décor, ne sont pas sur une ligne du sol, on n'a pas vraiment d'éléments anecdotiques comme des scènes d'accouplement, des choses comme cela. Ils sont manifestement pris pour le symbole de quelque chose, ils nous racontent des histoires d'humains, sans doute, histoires que nous ne connaîtrons jamais, il ne faut pas se faire d'illusions, on peut inventer tout ce que l'on veut, c'est un peu gratuit parce que ce n'est pas vérifiable, il est trop tard, les codes sont perdus, mais les références pour exprimer les discours sont très clairement puisées essentiellement, pas uniquement, mais essentiellement, dans le monde animal. Et avec le changement climatique, si je reviens en arrière, on va voir lentement, c'est pas brusque, lentement ces références à la nature commencer à s'estomper et avec une accentuation beaucoup plus forte, par exemple, sur la représentation humaine ou même sur des décors beaucoup plus géométriques qui sont incompréhensibles pour nous, mais qui ne représentent pas une imitation de la nature. Donc il y a une sorte, un début, rien qu'en prenant cet exemple-là, ce n'est pas le seul, vous allez voir, mais il y a un début de décalage qui s'opère entre la nature qui peut fournir les éléments bons à penser et un autre discours, c'est peut-être le même d'ailleurs, mais qui tout à coup va se réexprimer avec d'autres moyens et qui est essentiellement des moyens puisés dans le vécu immédiat de l'humanité. Oui, donc c'est un concept intéressant de pointer du doigt qu'on aurait une humanité en équilibre avec la nature et une humanité en déséquilibre avec la nature à partir d'un moment qui correspond à cette fin des Je ne sais pas si chasseurs-cueilleurs et c'est le déjà début. un déséquilibre, c'est peut-être une méfiance, la nature devient instable. Elle est toujours là, c'est toujours dans la nature qu'on va puiser ses ressources, on ne produit pas encore, mais la nature n'est plus l'élément de stabilité qui donne le bon à penser. Voilà. Il y a un décalage qui commence à s'opérer. Voilà. Eh bien, on continue notre voyage. Alors voilà, je vous oppose aussi deux éléments. Un beau petit dessin de Benoît Clarisse, qui est un fameux illustrateur de la préhistoire. Bon, c'est un chasseur de rennes du Paléolithique, les choses là sont très claires. C'est une époque où la démographie est relativement faible et la nature, sans qu'on la transgresse, sans qu'on ne l'empêche de se renouveler par elle-même, va fournir toutes les nécessités économiques et spirituelles ou idéologiques pour l'humanité. Et je vous montre un autre exemple qui est un tout petit peu plus récent. On est au Natoufien, donc c'est les derniers chasseurs-cueilleurs du Proche-Orient. On est là en Israël, qui, les premiers, vont commencer à récolter les céréales sauvages et à commencer à les consommer. Vous avez ici déjà un mortier et un pilon. On trouve des meules aussi, évidemment. Et il y a une certaine sédentarité et la nature va commencer à être utilisée, c'est encore très timide, un peu différemment. On ne cultive pas encore, mais on va déjà imaginer une sélection d'une ressource très particulière pour commencer à l'exploiter de manière plus intensive et permettre éventuellement, c'est difficile à vérifier, un premier développement démographique. Voilà, on observe donc chez des peuples chasseurs des foyers au sein duquel il y a des changements de technologie liés à des
peut-être changement d'idéologie ou de comportement. Continue, parce que je pense qu'on arrive... on est où là? Je suis les dias sur mon... Voilà. Non, je vois très bien. Et donc, changement de comportement. Et donc, ce que dit Jean-Pierre Demoule dans l'exposition ici, à l'étage, c'est qu'avec le néolithique arrive une nouvelle vision de soi. Pour lui, une des clés majeures du changement des peuples chasseurs vers les peuples agriculteurs-éleveurs, c'est qu'il y a pour l'humanité une nouvelle vision de soi et que ce serait la principale cause de ce basculement vers la société de production. Autrement dit, que ce soit une cause d'ordre spirituel ou d'une cause d'ordre métaphysique ou une cause d'ordre croyance, qui serait, dans la relation homme-nature, le déclencheur de toute la révolution néolithique au sens général du terme. Je pense qu'il a tout à fait raison. Mais ce n'est pas tout à fait nouveau. Hein. Déjà, dans les fin des années 80, Jacques Cauvin, chercheur français qui a beaucoup travaillé au Proche-Orient, avait déjà proposé que le néolithique était issu d'une révolution des symboles avant d'être une révolution économique. Je ne suis pas sûr qu'il faille aller de manière aussi profonde parce que les éléments matériels étaient assez ténus pour parler de cela. Par contre, une nouvelle assurance de sa possibilité d'agir sur la nature me paraît essentielle, même sans données matérielles au départ, mais je vais vous en montrer tout de même, parce que commencer à domestiquer des animaux ou domestiquer des plantes n'est pas quelque chose d'anodin et ça va beaucoup plus loin que le seul acte économique. Il s'agit de se comprendre soi-même, les groupes doivent se comprendre eux-mêmes comme étant capables de commencer à sélectionner des choses dans la nature pour en produire des éléments nouveaux pour satisfaire leurs nécessités économiques. Et donc, il y a un vrai travail sur sa relation à la nature. On peut tout à coup être non pas dans une sorte de paradis, c'est jamais un paradis, mais une sorte de paradis où la nature pourvoit aux nécessités, même si c'est pas facile, qu'il faut faire nomadisme pour suivre les variations des saisons ou des ressources, et c'est pas toujours un quotidien très simple. Et tout à coup, on se dit, mais je vais commencer à interférer sur cette nature pour trouver d'autres solutions qui ne sont pas beaucoup plus simples non plus, parce qu'elles provoquent des famines, des crises, parce que l'agriculture elle est ce qu'elle est. Donc, il n'y a pas de solution miracle, mais il fallait avoir quand même un minimum de confiance en soi pour y arriver. Là où j'ajoute quelque chose, peut-être par rapport à Jean-Paul Demoule ou à Jacques Cauvin, quelque chose de différent, c'est pas une remise en cause, hein. C'est que je pense que cette manière de se positionner par rapport à l'environnement, il est déjà plus ancien. Il remonte à ce début de l'Holocène, de cette période climatique dans laquelle nous sommes toujours, mis à part que nous sommes en plus dans l'Anthropocène. Et donc, ça s'est déjà passé avant. Alors, ce qui s'est passé avant ne conduit pas à une économie de production, mais si cet événement, cette relation à la nature ne s'était pas produite, personne sans doute ne serait arrivé à l'économie de production. Alors, ce n'est pas parce qu'au Mésolithique, ces derniers chasseurs, on commence à repenser sa relation à la nature, que tous ces Mésolithiques vont devenir agriculteurs-éleveurs. Mais en tout cas, il fallait dans un contexte de ce type de relation à la nature pour pouvoir se payer le luxe un jour de commencer à faire de la production alimentaire. Alors, les débats ne sont pas simples, hein, je vous dis tout de suite, parce que on ne peut pas simplifier le début de la production alimentaire à juste un état d'esprit, etc. Je voudrais juste insister aujourd'hui que, en tout cas, cet état d'esprit était une condition nécessaire, mais certainement pas suffisante. Il y a d'autres mécanismes aussi qui jouent. Les ressources naturelles de la région donnée qui permettent, par exemple, Proche-Orient, les céréales sauvages sont abondantes. Il y a une donnée là, pertinente qui permet aussi de se lancer dans la domestication d'une plante qui est domesticable, par exemple. C'est un peu plus difficile de domestiquer un noisetier. Donc, il y a aussi des conditions écologiques ou des conditions environnementales et aussi des innovations qui viennent là. Hein. Mais il faut quand même un état d'esprit, il faut se savoir quand même capable de pouvoir interagir avec la nature plutôt que de simplement en profiter dans le bon sens du terme, bien entendu. Et je vous montre un exemple ici déjà ancien. Ce sont des très vieilles poteries qui viennent de Sibérie orientale, donc on est dans le bassin du fleuve Amour. Ce sont c'est pas les plus vieilles, mais parmi les plus anciennes poteries de l'humanité. Les plus vieilles sont au Japon, c'est juste à côté, en fin de compte. C'est le même coin du monde. On est toujours chez des chasseurs-cueilleurs nomades qui donc profitent toujours de ce que la nature offre,
mais qui commence à se doter de nouveaux moyens. Alors, ce n'est pas tellement l'invention technologique qui me touche ici, mais il commence à profiter de ces moyens pour se donner des éléments de stockage. Et ça, c'est une notion un peu particulière. On peut commencer à faire des provisions, en quelque sorte. Et ça aussi, c'est un début d'une nouvelle relation avec les ressources que la nature peut nous offrir. Oui, donc on a une espèce de changement de mentalité à l'échelle globale des derniers chasseurs-cueilleurs et dans des changements métaphysiques, pour faire simple, et dans des milieux particuliers, à des moments donnés, avec des matières particulières, il y a alors là l'émergence de nouveaux modèles, un saut qualitatif en plus. de nouveaux modèles qui sont mis en œuvre. Et ça, c'est une mécanique intéressante à observer et qui déconstruit un peu les relations de cause à effet que l'on veut toujours voir par rapport à une innovation technologique ou une révolution qui voudrait qu'il y ait une cause matérielle pour qu'il y ait une innovation matérielle. Et ici, dans ce cas-ci, la relation à la nature est à proprement immatérielle et elle serait, elle, le ferment de tout ce qui va découdre. Et ce qui est intéressant dans ce que Nicolas nous apporte, c'est évidemment qu'on observe cette grande diversité de changements dans la relation à l'environnement, comme ces céramiques dont tu parles, et qu'après, il y a des foyers qui vont être les foyers principaux de ce passage. Alors, toutes les régions du monde n'étaient pas, les petites régions du monde n'étaient pas nécessairement aptes à fournir les éléments pour se lancer immédiatement dans une économie de production. Il y a eu manifestement des régions plus privilégiées, mais on les trouve sur tous les continents. Mais je vous donne des éléments près de chez nous. Je reviens un peu sur les chasseurs d'avant les changements climatiques. Je prends un exemple un peu extrême, évidemment en Europe occidentale, avec ses habitats du Paléolithique supérieur, le fameux site de Pincevent, fouillé par André Lauragourand. On a un habitat évidemment d'hyper-sédentaires, avec des structures que l'on peut reconstituer vaille que vaille, mais en fin de compte, ce qu'on trouve surtout, c'est des répartitions d'objets sur un sol, répartition d'objets que l'on peut interpréter en voyant leur dispersion, parfois des traces très prenantes, comme des foyers avec des dépôts d'ocre, etc. Et on peut se faire une idée de cet habitat qui est toujours très temporaire et qui va être régulièrement reconstruit au fur et à mesure de l'égrenage des saisons. Avec les derniers chasseurs-cueilleurs, ceux qui commencent à subir les changements climatiques, dans certaines régions privilégiées, ce n'est pas universel du tout, mais dans certaines régions privilégiées, on va pouvoir commencer une première sédentarité parce qu'ils vont se retrouver tout à coup devant des biotopes beaucoup plus riches et qui peuvent fournir, même en ne se déplaçant plus, ou en tout cas se déplaçant de façon beaucoup plus limitée, ils vont commencer à trouver toute une quantité de ressources, malgré les modifications saisonnières au fur et à mesure de l'écoulement des années. Et je vous donne un exemple tout à fait remarquable ici, dans le Nord Yorkshire, en Angleterre, le site de Starcar, qui a permis de fouiller et de retrouver des structures permanentes, entre autres des pontons pour aller pêcher sur un petit lac, et des choses comme ça, et des fondations de maisons. Est-ce que ces gens sont déjà totalement sédentaires ou pas? C'est très compliqué à dire, je n'ai pas de réponse, mais on commence à faire des éléments nettement plus permanents. Là où je triche un peu, c'est que déjà, à les périodes précédentes, certaines régions étaient déjà relativement favorables et ont déjà permis l'établissement d'architectures relativement lourdes. Je pense surtout à l'Europe orientale et à l'Europe centrale. Mais à partir de ce mésolithique, de ces derniers chasseurs du début de notre période climatique, les choses deviennent systématiques, surtout dans des régions aux biotopes riches et variés qui sont essentiellement à la périphérie de notre continent, c'est-à-dire tout le nord, autour de la mer Baltique, la mer du Nord, la façade atlantique et y compris certaines régions plus au sud, dans les Balkans ou en Méditerranée. Le cœur de l'Europe subira moins de ces changements d'économie par rapport à la période précédente. On continue. Alors, un des éléments extrêmement importants, je pense, pour définir cet anthropocentrisme que nous pensons, j'insiste bien, ce n'est pas l'élément, mais c'est un des éléments déclencheurs de toutes ces modifications de comportement, c'est évidemment la relation aux morts qui va se modifier extrêmement fortement dès le début de la nouvelle ère climatique. On enterrait déjà les morts avant. Il y en a peu, ce qu'on retrouve.
Dieu sait ce qu'ils faisaient des autres morts, et peut-être des choses très sophistiquées, mais qui n'ont pas laissé de traces. Hein. Ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de traces de mort qu'on ne fait rien avec les morts. Mais en tout cas, ici, il y a des modifications qui sont assez intéressantes. Et je vous montre ici, dans l'extrême nord de la Russie, en Carélie, donc c'est là la frontière avec la Finlande, la petite province dessinée en rouge, un exemple d'une nécropole. Alors, c'est des vieilles photos noir et blanc, c'est des fouilles qui datent des années 30, hein. Donc d'avant la Deuxième Guerre mondiale, c'était déjà pas mal pour l'époque. C'est d'ailleurs une fouille assez étonnante et assez bien menée pour l'époque, sur l'île de Oliedi Ostrov, c'est-à-dire l'île du cerf, le cerf, hein, l'animal. Ce qui est très impressionnant ici, c'est sur un lac, et c'est une petite île naturelle sur ce lac qui va être réservée aux morts. On invente la cité des morts, on invente la nécropole. Ce n'est pas la plus ancienne pour l'Europe, les plus anciennes se trouvent en Ukraine, hein, dans la vallée du Dniestre pour l'essentiel, comme le site de Vasilievska par exemple, on a des nécropoles, donc on commence à donner un domaine aux morts. Ça c'est quelque chose d'assez nouveau, même si on avait déjà des sépultures auparavant. Tout à coup, ici on se retrouve avec des domaines réservés aux morts, et ça c'est assez fondamental. Il semble bien que les morts ont été considérés depuis extrêmement longtemps par les sociétés humaines, mais qu'à partir d'ici, ils prennent vraiment du galon. Si on a une centaine de sépultures, peut-être un peu plus maintenant, pour l'ensemble du paléolithique européen, maintenant on va commencer à compter les tombes par milliers, vraiment par milliers. Et vous allez voir que d'une région à l'autre de l'Europe, la relation aux morts va s'exprimer avec des moyens relativement variés, mais c'est manifestement une importance accrue sur le monde des morts, avec non pas simplement l'inhumation des corps, mais y compris avec des manipulations de corps, des prélèvements de reliques, des constitutions de nécropoles dans certains cas, des choses pareilles. Je vous donne un autre exemple de nécropole, deux nécropoles différentes là, au Danemark. C'est de nouveau périphérie d'Europe, hein, c'est des régions un peu privilégiées à l'époque, comme ici à Vedbach, et ici c'est de Strømegede. Ce sont ici une tombe double avec une femme et un enfant. Je ne sais pas s'il y a une relation génétique entre la femme et l'enfant, avec toutes les craches de cerf qui formaient une coiffure pour cette personne, encore du mobilier en silex. Ici une tombe collective ou multiple, tous des corps déposés peut-être en même temps. Je vous montre le relevé. Il y a hommes, femmes et enfants qui sont là rassemblés. Ce ne sont pas des événements tout à fait négligeables. Et puis ce qu'on trouve aussi dans ces régions périphériques au nord de l'Europe, c'est que dans certaines de ces nécropoles, entre autres à Skatterholm en Suède, on trouve parfois des chiens domestiques, hein, qui sont inhumés. Alors le chien domestique, il est plus vieux que le mésolithique. On en rencontre déjà au minimum aux périodes précédentes, hein, entre autres en Belgique, avec ce qui a été découvert à Goyer par notre collègue Mitch Germont-Pré, qui est paléontologue. Mais ici, on trouve des sépultures de chiens. Et chose très particulière, c'est qu'il y a parfois des tombes strictement réservées aux chiens, comme ici. Parfois, on trouve des tombes avec des humains et des chiens. Et Lars Larsson, qui avait fouillé ça, ne manquait pas d'humour. Et il avait dit, alors on va faire un petit exercice. Souvent, on se dit, les tombes les plus riches, ce sont celles des classes dirigeantes, sortes d'aristocratie, enfin les chefs, quoi. Hein, c'est un a priori qu'on a toujours. Et alors il dit, eh bien, si je fais ce calcul à Skatterholm, dans le sud de la Suède, hein, c'est en Scanie, près de Malmö, si je fais ce calcul-là, les communautés étaient dirigées par des chiens. Bon, c'est évidemment une boutade, mais ce qui est intéressant, c'est qu'ici, on ne s'enterre pas avec un animal anodin, c'est le premier animal domestique que ces communautés connaissent. Et donc, c'est déjà aussi une emprise sur la nature, c'est un animal que l'on s'est approprié, c'est un animal qui devient le compagnon de l'homme, et on peut le retrouver parfois avec un riche mobilier dans ces tombes. C'est un phénomène qui ne touche pas que l'Europe du Nord. Voilà un exemple extrême, dans la région du lac Baïkal, loin en Sibérie, hein, vous avez la petite carte ici qui vous indique la position du lac Baïkal, juste au nord de la Mongolie indépendante, avec là aussi sur le site de locomotives, ça ne veut pas dire une locomotive, c'est du russe, sur le site de locomotives, des tombes de chiens domestiques. Et donc, non seulement on a une emphase sur les morts tout à fait nouvelle, et avec des procédés nouveaux, comme par exemple des nécropoles, ça c'est vraiment l'invention de la nécropole à cette époque-là, on n'a rien de comparé à l'avant. On a parfois parlé de nécropole pour des périodes un peu plus anciennes, comme les Pigravétiens, parce que
En Ligurie, on peut avoir 3-4 tombes l'une à côté de l'autre, mais ici, c'est d'une toute autre ampleur. La nécropole que je vous ai montrée à Olienie-Ostrov, là en Carélie, dans le nord de la Russie, c'est plusieurs centaines de tombes concentrées sur cette île qui est réservée aux morts. Il n'y a pas d'habitat, il y a vraiment le domaine des morts. Et on trouve aussi, autre manière de repenser le monde, des animaux enterrés, mais c'est des animaux domestiques. Voilà. Ce n'est pas encore des animaux de consommation, on n'est pas encore à de l'élevage pour des problèmes économiques, mais on est peut-être devant un auxiliaire pour la chasse ou des choses comme cela, mais c'est un animal qu'on s'est déjà très largement approprié. Alors, je vous ai parlé de nécropole, je vous donne deux autres exemples, mais là vraiment chez nous, autant parler de notre Belgique, qui sont très particuliers aussi et qui montrent cette nouvelle importance des morts. C'est dans les rochers de Freyr, là, près de Dinan, un peu en amont de Dinan, un tout petit abri, hein, c'est pas vraiment une grotte, c'est un petit renflement dans la roche. C'est une maille d'1 mètre de côté, donc vous voyez que c'est pas très grand, hein, 1 mètre, 2 mètres, 3 mètres, 4 mètres, 4 mètres et demi de profondeur, quelques mètres de largeur. Là, à l'intérieur, on a eu la chance de découvrir une tombe individuelle. Bon, c'est relativement banal pour des chasseurs-cueilleurs, il faut bien avouer. Voilà le relevé d'ailleurs de cette tombe, en position forcée, avec les genoux ramenés devant la poitrine. Donc sans doute, cette personne, c'est une femme, était-elle dans un sac ou était-elle liée? En tout cas, il y a des procédés. Mais ce qu'il y a de plus intéressant, c'est que dans le fond de cette grotte, on a trouvé tout à fait autre chose, et on est là au 9e millénaire avant notre ère, hein, c'est extrêmement vieux. Il y avait d'abord toute une zone, malheureusement, détruite à l'époque moderne, parce que ces rochers sont souvent utilisés par les alpinistes pour faire un peu de camping pendant qu'ils vont escalader, et donc ils poussent un peu les cailloux qui les gênent pour s'installer, pour dormir dans leur sac de couchage. Bon, c'est pas très grave. À cette époque-là. Donc ça se passe à la fin du XXe siècle. Hein. Mais ce qu'on a pu trouver, c'est une jolie petite fosse d'à peu près 1 mètre de diamètre, c'est pas grand du tout, dans lequel il y avait les restes de plusieurs individus, il y en avait 5, dont un avait été incinéré, les ossements sont dessinés en noir, là. Les autres, manifestement, ne sont pas complets, il n'y a aucun squelette complet, c'est des fragments de squelettes. Parce que c'est un dépôt secondaire, donc on a fait sécher des corps ailleurs, on les a incinérés ailleurs, puis on amène ceux qui en restent dans cette grotte et on les enferme dans cette petite fosse. Mais c'est beaucoup plus compliqué que ça encore. Une autre fosse creusée vers la sortie de cet abri, dans lequel on retrouve seulement le temporal, hein, l'os sur le côté là, d'un des défunts de cette fosse qui est enfermé là, dans une autre fosse. On donc déplace un os. Derrière, entre cette fosse et la paroi de l'abri, une autre série d'ossements, des adultes toujours, il n'y a que des adultes, là aussi, il n'y a que des adultes. Les études anthropologiques montrent que rien ne se remonte entre les deux. C'est une série d'individus adultes, une autre série. Donc il y en a qui ont eu droit à une petite fosse creusée, d'autres qui sont déposés sur le sol. Ceux-ci, il manque des ossements complets. Là, tous les os ont été brisés volontairement. On est parti avec des fragments d'ossements. Vous voyez que les choses se compliquent. Et puis, dans une petite crevasse, dans la paroi, on retrouve les phalanges des mains et des pieds de ces 2 catégories de morts. Bon, tout ça a l'air un peu particulier. Et plus loin dans la grotte, partiellement détruit malheureusement récemment, c'est seulement là qu'on retrouve des ossements d'enfants. Et parmi ces quelques ossements d'enfants, une partie des squelettes de ceux-ci et une partie des squelettes de ceux-là ont également été dispersés. Alors, on ne connaît pas les tenants et aboutissants de tous ces gestes compliqués, il faut bien reconnaître. C'est quelque chose de tout à fait nouveau par rapport à ce qu'on a déjà pu voir pour les périodes précédentes par rapport aux morts. Mais dites-vous bien une chose, qui n'est pas vraiment un mystère. Si on se préoccupe à ce point-là des défunts avec des gestes aussi compliqués, c'est-à-dire en construisant des catégories, il y a ceux qui ont droit à une fosse, ceux qui n'ont pas droit à la fosse, il y a ceux dont on prélève des ossements complets, ceux qu'on prélève des ossements qu'on fracture, il y en a un qu'on incinère, il y en a un autre dont on met un temporal à part, les enfants sont séparés. Plus on se pose des questions comme cela sur les morts, plus les morts ont manifestement de l'importance. On ne se pose pas 1000 questions sur des choses qui auront une faible importance. Lorsque vous essayez de trouver une solution par rapport à vos morts, comme on peut le faire encore aujourd'hui, ce qui ne manque pas d'intérêt ni de respect, ben nous avons des recettes qui sont d'ailleurs imposées par des lois.
hein. Vous avez un petit catalogue de possibles, incidération, pas incidération, le modèle de cercueil, cérémonie religieuse ou non. On a une série de recettes, mais c'est toujours les mêmes. Et nous savons ce qu'on doit faire avec le mort. Ici, manifestement, les choses sont plus compliquées. Et j'en suis même arrivé à me demander si ceci était vraiment une sépulture ou si c'était un lieu de traitement des cadavres pour pouvoir opérer des opérations sur ces morts et en prélever des reliques. Ou quelque chose entre les deux. En tout cas, ça a un caractère très spécial. Il n'y a aucune trace d'habitat, d'occupation dans cette grotte. Et lorsque toutes ces opérations ont été terminées, un mur, dont on n'a qu'une partie, ici il a été détruit, hein, un mur a été aménagé, l'abri est très bas, hein, donc ce petit mur bloquait un peu le passage, y compris recouvrant la fosse dans laquelle il y a un temporal, hein, une partie du crâne qui a été déposée, qui a scellé le tout, donc il y a une sorte de fermeture volontaire de cette sépulture, ce qui montre que c'est un lieu qui avait manifestement une charge importante. Dans la même région, à quelques centaines de mètres de là, une autre grotte avec des gestes comparables bien qu'un peu différents. On était exactement à la même période, 9e millénaire, dans la grotte Margot, dont vous avez une coupe ici, hein, c'est en élévation. C'est très très grand comme grotte par rapport à l'autre, c'est plusieurs mètres de profondeur, hein, vous voyez l'échelle ici. Et tout au fond de cette grotte, sur un plancher stalagmitique naturel, on a retrouvé toutes sortes de vestiges humains. Là aussi, je n'ai pas mis le plan complet, mais il y avait une fosse principale, une zone de dispersion sur un petit dallage, une partie des squelettes, et au-dessus du tout, une couche de pierre de condamnation avait également été formée. Et pour la petite histoire, là, on n'a trouvé que des squelettes de femmes adultes. Et les études anthropologiques de Michel Toussaint ont pu montrer qu'en plus, elles avaient été multiparturiantes, c'est-à-dire qu'elles avaient eu plusieurs fois des enfants. Ça se voit parce que sur les os du bassin se marque le travail musculaire des accouchements répétés. Donc là aussi, quelque chose de très particulier. Et ça ajoute une catégorie. Vous avez vu dans le premier site, il y a des adultes d'un type, des adultes d'un autre type, il y a des enfants séparés, il y en a qui sont incinérés ou non, il y en a qui sont simplement inhumés. Ici, les femmes sont séparées, il n'y a que des femmes adultes, il n'y a pas d'enfants. Donc vous voyez qu'on se pose, manifestement à cette période-là, de nombreuses questions sur les morts. Plus à l'est ou plus au nord de l'Europe, on invente les nécropoles. Ici, on invente ces gestes compliqués, mais chaque fois, c'est des questionnements importants qui s'installent sur les morts, ce qui montre bien que cette humanité, à cette époque-là, commence à se référer à autre chose que seulement la nature et va chercher en elle-même d'autres éléments pour penser le monde. Ce sont d'excellents exemples de la montée de l'anthropocentrisme chez les peuples chasseurs-cueilleurs. Je t'avoue, Nicolas, que je suis un peu perdu dans la conduite, car je suis la feuille, mais je ne retrouve pas les dias, donc je te suis, moi. Hein. On est ici à la fin de la première page. À la fin de la première feuille, d'accord, merci. Il nous reste le dernier paragraphe de la première page. D'accord, pour que j'essaye de reprendre, parce qu'a priori, je dois savoir la dia qui vient, mais je ne sais plus, alors moi je travaille en temps direct. Oui, mais c'est ça le plaisir. Mais c'est très bien aussi, c'est très bien aussi. Donc passe la dia suivante. Hop. Oui, c'est un petit détail que j'ai oublié de la passer. Dans cette dernière grotte où il n'y avait que des femmes adultes, hein, qui ont aussi été manipulées et déplacées, il y avait même sur un des crânes des traces de dépeçage avec un outil en silex. Certains peuvent crier au cannibalisme, enfin, sur la dizaine de morts qu'il y avait là, il y avait un seul crâne qui portait cela. C'est peut-être aussi tout simplement un travail pour se débarrasser des parties molles du corps, pour accéder au squelette qui peut servir pour leur conception de la mort. Voilà, on en revient maintenant à la nature, voilà, au symbole de la nature. Je vous montre pour les tout derniers chasseurs-cueilleurs, ceux qui connaissent ce fameux anthropocentrisme, ne nous le repent, il y a encore des représentations de la nature. Vous avez ici toujours en Carélie, là, cette fameuse nécropole. On retrouve dans les tombes des allusions au monde animal, qui est un monde sauvage. Ici, essentiellement, des grands cervidés, qui sont magnifiquement sculptés d'ailleurs, sous forme de, on appelait ça des sceptres, mais c'est déjà une interprétation. Mais ce sont des choses qui deviennent extrêmement rares. Hein, ça se retrouve sporadiquement dans quelques sites, et plutôt dans le nord de l'Europe. En Scandinavie, on retrouve aussi encore quelques figurations animalières. Dans d'autres régions, il n'y a plus rien du tout de ce qu'on pourrait appeler un art graphique. Un contre-exemple, dans la forêt de Fontainebleau, il y a toute une série d'abris avec ce genre de décor qui, clairement, quelle que soit sa signification,
n'appartient plus à une imitation de la nature, c'est autre chose. Hein. On dessine des formes que nous appelons géométriques, faute de mieux, mais on commence à s'exprimer avec d'autres éléments. Ah, le célèbre site turc largement commenté et controversé, qui a l'air de prouver tout l'inverse de ce qu'on discute. Alors, cet exemple-ci, je sors un peu de l'Europe pour montrer ce qui se passe également en Anatolie et au Proche-Orient. On est toujours chez ces derniers chasseurs-cueilleurs. C'est plus ou moins un peu plus vieux et contemporain des deux sépultures de Belgique que je vous ai montrées. Lorsque ça a été trouvé il y a maintenant 30 ans, une trentaine d'années, oui, par l'Institut archéologique allemand, ça a été un peu un coup de tonnerre, parce que c'est une architecture extrêmement étonnante, assez prodigieuse. Ce sont des murs en pierre sèche. Vous avez en plan ici, hein, c'est une vue faite avec un drone, et vous avez ces enclos circulaires faits avec des murs de pierre sèche, à l'intérieur desquels on retrouve des grands piliers qui ont l'air d'avoir peut-être servi à soutenir une superstructure en matériaux périssables. Ce n'est pas un cas unique, puisque le site répète plusieurs de ces structures et vous n'avez qu'une vue partielle du site. Qui plus est, aujourd'hui, on a d'autres sites dans la même région qui présentent le même genre d'architecture. Et là, c'est tellement étonnant, tellement sophistiqué qu'on s'est dit, bon, on est là, 9e millénaire, mais au Proche-Orient, un peu plus au sud, hein, dans le sud de l'Anatolie, ici, le sud-est de l'Anatolie, on se dit un peu plus au sud, dans le couloir syro-palestinien. C'est là qu'est née l'agriculture et la domestication, en tout cas l'agriculture et un peu plus à l'est la domestication des animaux. On dit, on est devant quelque chose déjà de ces sédentaires agriculteurs-éleveurs, il n'y a pas de doute. Figurez-vous qu'il n'y a pas vraiment de traces d'habitat dans ce genre de site, hein, à Göbekli Tepe, et on est clairement, même si c'est contemporain des premières tentatives d'agriculture, d'élevage un peu dans les régions un peu plus méridionales, devant ce qu'on peut vraiment appeler des temples édifiés par des chasseurs-cueilleurs. Donc, sous réserve de datation qui se confirme évidemment. Les datations bien sont largement confirmées. Elles sont bien confirmées. Le mode de vie est encore un peu en discussion. Ce qui est intéressant dans ce site, c'est ce que j'aime raconter aux visiteurs du Préhistomuséum, c'est qu'on associe des modèles technologiques architecturaux au néolithique, et quand on les trouve hors contexte, on n'arrive pas à les accepter. Un peu comme Schmerling, à l'époque, était en train d'imaginer une humanité avant le déluge, alors que personne ne pouvait l'imaginer. Et donc, le phénomène de néolithisation sur le substrat des derniers chasseurs-cueilleurs, j'aimais bien passer le passage par là, eh bien, est un phénomène évidemment complexe, qui n'est pas universel, mais qui va démarrer avec des conditions particulières, dans des foyers particuliers, parce que les conditions de la société, du vivre ensemble, sont là, à l'instar de ce que tu montrais dans les sépultures, où on peut dire que les sépultures ou les nécropoles sont un peu le miroir de la mutation de l'organisation sociale. Voilà. Et ici aussi, manifestement, on est devant un groupe de chasseurs-cueilleurs original qui se dote de nouveaux moyens d'expression. Et chose étonnante, c'est que ces grands piliers portent, pour la plupart, pas tous, mais pour beaucoup, des bas-reliefs. C'est du champ levé, c'est-à-dire qu'on entame la matière tout autour du motif que l'on veut réserver. Hein. Ce sont essentiellement des animaux puisés dans la nature. Là, on revient à du figuratif, de la faune sauvage, mais vous avez même des choses étonnantes, hein, qu'un scorpion qui est disproportionné par rapport à ces grands échassiers ou ce vautour. Là, je n'ai jamais très bien su ce que c'était. Je me suis demandé si ce n'était pas un garage de pièces détachées de voitures avec des portières mises en réserve. Mais je ne sais pas trop bien. Voilà. Mais chose encore plus étonnante, c'est qu'on se rend compte, à travers certains de ces piliers, qu'en fait, en T, comme ça, ils sont toujours comme la lettre T, qui seraient bien anthropomorphes. Plusieurs sont munis de bras. Parfois, vous voyez ici les mains qui sont dessinées, de ceintures, de pans de ceinture, des choses comme cela. Le visage n'est jamais représenté. Et donc, même cette faune sauvage est associée à des représentations qui, manifestement, ont au minimum un caractère anthropomorphe, un caractère humain. Et donc, là aussi, on se retrouve devant une nouvelle approche, même s'il y a encore plein de références qui sont prises dans la nature sauvage, la nature naturelle, si je puis faire le pléonasme, il y a quand même des constructions, on marque le paysage par des monuments d'ampleur, et vraiment d'ampleur, et
il semble que la figure humaine soit bien présente et sert un peu de support symbolique à tout cela. Et ça, c'est fort. C'est très grand hein, comme architecture. Voilà, vous avez une idée ici, parce que partie des sites a été recouvert pour pouvoir permettre les visites. Vous voyez la dimension de certains de ces piliers, ils ne sont pas tous aussi grands, mais vous voyez la dimension de certains de ces piliers, c'est tout à fait impressionnant. Et pour quitter la Turquie, pour juste votre information, l'église de Scientologie s'est saisie du site en question comme élément de démonstration qu'il y avait une humanité supérieure avant les autres. Donc c'est assez intéressant quand, dans les fake news ou les phénomènes que l'on trouve sur Internet, ce qu'on peut trouver. Merci pour ce passage et tu nous emmènes maintenant en Finlande. Mais je reviens avec les céramiques pour réinsister sur ce point fondamental, céramique de chasseurs-cueilleurs ici. Ah. Et je reviens avec ta remarque. Quand on voit que c'est de nouveautés technologiques, on se dit, chasseurs-cueilleurs, nomades, bon, ne rêvons pas, qu'est-ce qu'ils font avec de la poterie? La poterie, c'est avec les sédentaires agriculteurs-éleveurs. Il se fait que non. Les premiers agriculteurs-éleveurs au Proche-Orient, on les appelle même néolithiques pré-céramique, donc pas encore de céramique. Bon. Et ici, vous avez des chasseurs-cueilleurs nomades avec de la céramique. Et clairement, on se rend compte aujourd'hui que ces céramiques sont essentiellement destinées à du stockage. Et donc ça, c'est vraiment cette notion dont j'ai déjà parlé, qui est importante. Là aussi, on n'est plus en train de se dire, on est hyper nomade, on ne stocke rien parce que le nomadisme extrême empêche de s'alourdir, de transporter des choses complexes. Ici, il faut déjà une appropriation d'un territoire, même si on peut être nomade dans ce territoire, il y a une appropriation d'un territoire qu'on a commencé à gérer et dans lequel on peut disperser ou garder ou rester sur place une série de réserves alimentaires tout à fait étonnantes. Alors, ces chasseurs-cueilleurs, on a longtemps dit qu'ils avaient sûrement imité les néolithiques plus au sud, qui pourtant n'avaient pas toujours déjà de la céramique. Et là, je suis toujours impressionné par ce genre de démonstration, parce que c'est pas la même technique. Ici, on prend de la terre tout venant, il n'y a pas une sélection très particulière de la qualité plastique de la terre. Du coup, pour que ça résiste bien à la cuisson, il y a énormément de dégraissants, surtout minéral, hein, de la caillasse écrasée et de la cendre. La cendre fonctionne très bien. Ce qui leur permet, et c'est ça qui est assez intéressant, non pas de faire, comme on a dit souvent, une céramique grossière, regardez comme elle est grossière par rapport aux belles céramiques néolithiques, mais ici on parvient à faire une céramique qui, où qu'on soit, parce qu'on est encore dépendant de la nature, on est encore largement nomade, où qu'on soit, on peut reproduire son modèle de vase. Donc il y a une véritable adaptation au mode de vie par rapport à des nécessités économiques. Hein. Intéressant. Et donc ça c'est très fort. Et alors, je me dis toujours, si c'est des céramiques néolithiques imitées, c'est du genre, comment faites-vous vos céramiques? Ah oui, je vois, vous choisissez de belles pâtes, vous mettez ça comme dégraissant, je vais faire autrement. Et les formes de vos vases, vous faites plutôt de la vaisselle, etc. Mais moi, j'ai fait des grands vases de stockage. Sur un des sites en Russie, hein, à Zamostier, par exemple, où le regretté, il est mort beaucoup trop jeune, Vladimir Nosowski a découvert un de ces sites à céramique de chasseurs-cueilleurs. Il y a des vases qui dépassent le 1,20 m de hauteur. Hein, c'est très impressionnant. Parfois, il y a de petits vases aussi, bien entendu. Alors, on va faire la pâte autrement. On va faire le montage autrement. Nous, on ne fait pas des colombins, on fait des plaques qu'on va monter. On va faire une cuisson différente, beaucoup moins forte, parce que des vases poreux, ça nous convient. Et on va organiser le décor différemment. C'est une drôle d'imitation, évidemment. Hein. Donc, clairement, c'est un tout autre type de production, invention indépendante. Il y a des céramiques de chasseurs, il y a des céramiques d'agriculteurs-éleveurs, et elles n'ont ni la même technologie, ni la même fonction, mais elles répondent à des besoins pratiques, économiques, mais peut-être aussi plus symboliques, tout à fait différents. Et je vous montre les céramiques de chasseurs ici en Europe, ici dans le nord de l'Europe, hein, en Scandinavie. Les céramiques de la culture d'Ertebøl, par exemple. Les fouilles de l'époque me font toujours rêver, hein, avec les ouvriers qui étaient en train de montrer ce qu'ils avaient trouvé et les archéologues qui venaient une fois par semaine sur leur petit siège pliant en costume cravate avec leur canotier et qui regardent la récolte du jour. On est loin de tout ça aujourd'hui, là. Et si vous allez voir l'exposition ici en haut, vous avez ce magnifique vase d'un groupe, mais ça n'a pas le nom n'a pas d'importance, hein, qu'on appelle Swifterband, c'est toujours des chasseurs-cueilleurs, qui se trouve dans l'exposition ici en haut. À voir absolument. Et qui a été trouvé en Belgique, à Doel. Et vous pourrez voir, bon, ce vase n'est pas gigantesque, mais il est déjà d'une certaine importance. Ce n'est pas des tout petits bols ou des petits récipients, alors qu'on est chez des chasseurs-cueilleurs.
Il est temps que nous glissions tout doucement vers le néolithique parce que Isaline me fait remarquer que le temps passe et que je n'ai pas regardé l'heure. Moi, je m'amuse bien, mais je vais avancer. Il faut avancer tout doucement. Voilà. Donc, oui, voilà, je synthétise. Vous avez ici je pense que cette dia-là... toutes les céramiques de chasseurs-cueilleurs trouvées là dans le centre et le nord de l'Europe sous des grands vases à provisions. Voilà, Fernand. Merci beaucoup. On va passer au néolithique et je vais te laisser démarrer la synthèse que tu as prévue. Avant de te poser la question, je la pose déjà, comme ça je fais mon teasing, la question que je voulais poser à Nicolas. On y répond après, tu exposes et puis on en parle. Est-ce que le néolithique, on va le voir, on va rentrer dans les technologies, dans les inventions, les modes de vie néolithiques, serait à l'origine d'un capitalisme préhistorique, en lien avec les questions de société d'aujourd'hui. Mais ça, je fais mon teasing, on en reparle juste après ce moment d'exposé sur le néolithique. Alors, je n'ai pas beaucoup d'illustrations sur le néolithique parce que c'est un peu l'aboutissement. Bien sûr. Je vous montre un dernier modèle établi il y a quelques années par Alain Testard, qui est un chercheur au CNRS et au Collège de France, là, à Paris, qui, lui, a repris simplement les technologies et la chronologie des grandes inventions, on ne les a pas toutes mises évidemment, pour montrer que depuis très longtemps, dans le paléolithique, et si les échelles de temps ne sont pas respectées, le temps est dilaté, vous avez depuis longtemps évidemment l'outillage en pierre, les armes de jet, les outils composites, techniques de chasse collective, le feu, etc. Avec ce qu'on appelle le paléolithique supérieur, va s'ajouter évidemment des choses étonnantes comme l'art figuratif, statuettes et céramique. Alors là, j'insiste, c'est la technique céramique, c'est pas encore des récipients. Parlons des statuettes qui sont cuites volontairement avec du dégraissant, etc. Et à la fin de cette période, on voit déjà une nette accélération avec le chien qui est domestiqué parmi ces chasseurs de périodes climatiques précédentes et une multiplication d'innovations technologiques. Et puis, tout à coup, à partir des changements climatiques, il y a une nette accélération avec, in fine, l'agriculture, là, tout en haut. Et c'est peut-être cette partie-là, avec cette énorme accélération, mais qui a l'air déjà de commencer un peu avant, cette énorme accélération que l'on peut définir, cet anthropocentrisme. Donc, il y a modification de l'économie, adaptation modification de l'environnement, appropriation de territoire, nouvelle expression artistique détachée de la nature et nouvelle gestion de la mort. Ça fait déjà beaucoup d'éléments qui sont là. Et donc, j'insiste sur une chose. Tout ceci ne conduit pas inévitablement à l'agriculture. Dans certains cas, ça a conduit à l'agriculture. Mais je pense que sans ce genre de développement et de nouvelles approches, les quelques-uns qui ont pu développer les nouvelles économies n'y seraient sans doute pas arrivés. Alors tu me posais savoir si ce néolithique, c'est-à-dire l'économie de production, on va commencer à produire. Là, on ne prélève plus dans la nature, on produit. Si c'est une forme de capitalisme préhistorique, je pense que non. Parce que c'est la même relation avec ce qui se passe auparavant. L'agriculture, la production alimentaire qui permet d'ailleurs de soutenir des stocks démographiques de plus en plus importants. Je ne sais pas s'il y a une relation de cause et effet, mais si on a un stock démographique qui se développe, l'agriculture est évidemment propice à soutenir tout cela. C'est aussi une condition nécessaire, mais pas du tout suffisante pour un jour atteindre un véritable capitalisme, où là, il est question d'avoir des valeurs fictives, symboliques, l'argent par exemple, ou le pouvoir, qui peuvent être étalonnées en fonction d'une activité économique. Ici, on n'en est pas encore là, on a encore une activité économique qui répond à des besoins normaux de subsistance. Mais il fallait quand même passer un jour par cette production pour, in fine, dans certains cas de nouveau, ce n'est pas une règle obligatoire, atteindre ce qu'on appelle aujourd'hui le capitalisme. Je suis bien sûr d'accord que le capitalisme, au sens où il s'est défini au XIXe siècle, n'a rien à voir avec le néolithique. Par contre, le principe actif de la production et de la surproduction, qui est inscrit dans la technologie de la domestication, que ce soit pour les végétaux ou pour les animaux, le principe de la domestication n'a d'autre finalité que d'accroître le résultat. Bien sûr. Et alors, c'est pour ça que mes questions sont un peu provocantes, et c'est pour ça que j'ose faire le parallélisme, puisque le principe actif est enclenché avec le néolithique, puis il verra différentes formes se développer, jusqu'à être reconvoqué sous une autre forme financière un peu plus tard. Oui, il manque la forme
de cet élément artificiel, en fin de compte, qui est un étalonnage de valeurs qui permet tout à coup de négocier les choses dans une sorte d'abstraction qui fait la richesse. Parce que c'est ça le capitalisme. Hein. Voilà, mais du néolithique. L'argent, on ne le mange pas et ça ne sert à rien. Si ce n'est que ça construit une nouvelle forme d'économie qui est encore un stade supplémentaire. Bien sûr. Et à grands traits, quand apparaîtront les monnaies, hein, donc c'est un phénomène qui est dépendant, je pense que le phénomène de domestication inclut en soi dans la différenciation sans passer par là, ça avec la n'existe pas. nature. Voilà. S'il n'y a pas le phénomène de domestication, il n'y a pas la clé de produire plus pour avoir plus et qui va enclencher alors toutes les formes différentes qu'on va voir par la suite. Et donc, si je résume, il y a une certaine époque où, un peu partout dans le monde, l'humanité se redéfinit face à la nature, et chacun selon des voies très variées, selon les régions du monde auxquelles on s'adresse. Hein. Il n'y a pas de règle générale, il n'y a pas d'universaux là-dedans, mais il y a manifestement un nouveau rapport à la nature, où on se sent beaucoup plus acteur qu'on ne l'était auparavant. On peut commencer à interférer sur la nature. De cela va découler dans certaines régions cette fameuse révolution néolithique, c'est-à-dire le début de l'économie de production, et qui va se répandre assez facilement dans beaucoup de régions du monde, même si ce n'est pas toujours tout à fait terminé. Il y a encore des régions qui deviennent très 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 rares maintenant, mais qui échappent encore à cela. Et évidemment, il fallait un monde de production pour arriver à nos économies modernes que nous connaissons maintenant depuis quelques siècles dans nos régions et qui se répandent aussi à travers le monde de manière plus ou moins universelle. Avançons, si tu le veux bien. Je crois que je suis au bout. Tu crois que tu es au bout? Oui, j'ai remis comme ça ces éléments un peu spectaculaires de ces premiers sédentaires qui sont encore chasseurs-cueilleurs, hein, comme ici le site de Lepelski-Vir en Serbie. Je voulais aussi insister sur la manière de gérer la nature dans des biotopes variés, où on peut devenir beaucoup plus sédentaire parce que des biotope sont variés, comme la chasse aux animaux aquatiques. Et aussi, c'est la première période où on trouve des traces physiques de navigation. On a des preuves absolues qu'il y avait des navigations plus anciennes. Hein. Mais on n'a pas les bateaux. Ici, on commence à voir les bateaux qui sont trouvés. Et pour la petite histoire, quand même, c'est à l'époque de ces derniers chasseurs, et ça va s'accentuer avec le néolithique, que l'on voit des explorations tout à fait étonnantes, y compris vers des terres que l'on ne peut pas voir depuis le rivage précédent. Donc, on commence à faire des aventures dans les océans. Bon, ça finira mal avec la découverte de l'Amérique et ainsi de suite. Hein. Quand je dis mal, bon, on se comprend. Mais voilà. Et donc, oui, c'est un peu une caricature de l'Anthropocène, évidemment. Je pense exagérée. Hein. Encore que. Je préfère celle-ci, hein, avec l'empreinte de l'homme sur la Terre qui est là, qui est maintenant bien imprimée, et qui est l'aboutissement. Enfin, non, c'est pas l'aboutissement, c'est une étape toujours. Hein, on est toujours dans des étapes. Et donc, je pense que les révolutions, c'est du bon à penser parce que ça nous permet de comprendre certaines choses. Mais dans la réalité, c'est toujours des processus sur le long terme. C'est jamais des moments qui sautent comme ça. Et dans le néolithique, on va retenir qu'il y a occupé la terre. La relation à l'occupation du territoire va être terriblement changer. La relation au système de production de nourriture et la relation à la richesse. Ça, c'est quand même trois clés, vous les retrouverez dans l'exposition ici à l'étage, qui sont vraiment des grands axes qui vont commencer tout petitement au début. On a vu qu'on avait déjà les prémices chez les derniers chasseurs-cueilleurs. Et puis, ce sont sur ces trois grands axes-là que les sociétés d'économie de production vont se structurer, puis on rentrera dans l'histoire. Et puis viendra ce moment de décrochage où, avec la révolution industrielle, la machine à vapeur, où on a un outil qui dépasse la relation normale de production avec la nature, qui va décupler les choses. Et là, on va enclencher de nouvelles relations et on va incontrôler, tout compte fait, cette révolution industrielle au point qu'on en est avec les enjeux climatiques et environnementaux. Donc, quand l'équipe des Confluences et l'INRAP fait ce projet d'exposition audacieux, de créer des liens entre ce passé lointain et la problématique environnementale que nous vivons aujourd'hui, moi je les ai trouvés fort osés, on va dire, mais je trouve que la démarche est bien intéressante. C'est partiellement osé, je pense. C'est osé parce qu'on est obligé de comprimer le temps et faire un saut en une fois, parce que sinon on aurait fait une expédition qui prendrait des centaines de mètres carrés. Mais in fine,
les choses sont très anciennes. Et elles se modifient avec le temps, elles s'améliorent, elles se transforment, s'améliorer sans se transformer. Mais aujourd'hui, on en est à créer des matières qui Bien n'existent sûr. pas dans la nature, par exemple. Donc on ne cesse d'augmenter notre distinction symbolique, évidemment, mais en même temps économique et pratique par rapport à la nature. Alors, on est au bout là, Nicolas, parce que Je j'ai pense. plus, pas encore. On y est. Je suis Alors, au bout. j'ai ma dernière question. Quand, avec l'équipe, j'ai écrit la conclusion de l'exposition, j'ai écrit « Si les néolithiques l'ont fait, pourquoi pas nous ?» Parce que je trouvais quand même que le climat général de l'exposition est pesant. On ne parle que des problèmes environnementaux, climatiques, et c'est... Voilà. Et je puise, moi, en tant que préhistorien, une énergie à me dire, mais regardez, l'humanité a quand même basculé, elle a changé fondamentalement, où on l'a vu dans sa relation à la nature, c'est conceptuel, c'est spirituel, c'est là que ça bouge. D'abord, est-ce que tu serais optimiste comme moi, je le suis, en me disant, mais s'ils l'ont fait, on pourrait bien faire, par rapport à nos problèmes actuels, une révolution Je ne serais pas aussi optimiste que toi. Mais en tout cas, ce qui est réel dans tes propos, c'est que si maintenant nous devons trouver une solution, la seule solution possible, elle est dans l'humanité. Mais je ne sais pas si l'humanité ira jusqu'au bout pour la trouver, mais la seule solution possible, puisque nous avons construit tout ça, la seule solution possible, elle est dans l'humanité. Voilà. Voilà, je pense qu'on arrive bel et bien à la fin de notre exposé. On vous remercie pour votre attention. Du coup, si certains d'entre vous souhaitent poser des questions, allez-y, levez la main. Je déplacerai le micro autant que le fil le peut. Donc, si jamais, pour ceux du fond, il faut avancer. Bah oui, bien si vous voulez sûr. parler. Vas-y, on va laisser faire Isaline. C'est pas vraiment une question, Isaline. D'abord, toutes mes félicitations. Très impressionné par ce que sont devenus mes anciens étudiants. Je ne pouvais pas citer. Mais alors, je voudrais prendre un point de vue différent, si vous permettez. Puisqu'il s'agit tout de même de l'aventure humaine, donc d'une science humaine, je pourrais même dire d'une histoire humaine, au sens plein du terme. Je vois mal pourquoi il faudrait faire intervenir des modifications climatiques, telles qu'il fut plusieurs fois évoqué, avec la remontée des eaux et puis la conquête de la forêt. Je pense que tout est contenu dans la pensée humaine et dans les bouleversements de son évolution. S'il y a vraiment un moment où tout à coup l'homme devient dangereux pour lui-même, c'est à mes yeux plutôt à l'intérieur du paléolithique. Lorsque l'homme moderne apparaît avec l'image qui prend la place de l'animal et avec les outils qui sont faits à partir de l'animal et qui sont retournés contre lui. C'est un moment qui est très intéressant parce qu'il est totalement en dehors de toute modification climatique. Nous sommes à l'intérieur de la période glaciaire, il n'y a aucune modification, ni dans un sens, ni dans l'autre, et pourtant, tout change. À mes yeux, c'est là où ça change le plus, sur le plan anatomique, y compris, bien sûr, puisque c'est notre morphologie qui s'impose. On dirait qu'à partir du moment où ces modifications s'enclenchent, avec l'apparition d'images et de ces outils, dans le temps de relations démographiques très, très complexes, et modifications aussi rituelles, hein, n'oublions pas les sculptures telles que Sungir, on dirait que l'histoire s'accélère et que inévitablement il allait y avoir ce qu'on appelle le mésolithique ou le néolithique, même si le climat n'avait pas changé entre-temps. Il y a eu bien sûr, c'est une évidence, une adaptation aux modifications climatiques, bien sûr, mais l'enclenchement, lui, n'a rien à voir avec le climat. Et ça me paraît assez confortable, parce que pour en revenir à ta dernière réflexion, Fernand, c'est confortable dans le sens où, si c'est vraiment une affaire humaine, et exclusivement humaine, alors nous pouvons inverser le processus. Je suis convaincu que c'est techniquement, intellectuellement possible d'inverser. Malheureusement, en affaires humaines, il ne s'agit pas seulement de comprendre, il s'agit surtout de politique, donc d'imposer au pouvoir en place des idées qui seraient salutaires pour l'humanité. Donc je pense, pour répondre en même temps à la question, que c'est évidemment possible, mais je suis assez pessimiste, comme Nicolas, que cet événement salutaire puisse s'imposer, vu les structures dans lesquelles on a évolué. Enfin, d'abord, je vous remercie
Et c'est quelques réflexions que je voulais vous soumettre. Mais je vais quand même te répondre, Marcel, Bah oui. parce que je pense que je suis d'accord avec toi. Mais la différence, c'est que Marcel n'est pas néolithicien et moi j'ai fait du mésolithique. Bon, mais blague à part, on est parti du mésolithique parce qu'il y avait effectivement un changement climatique et je pense que ce changement climatique n'a pas du tout été innocent de toute une série d'adaptations. Mais comme je l'ai précisé, entre le mésolithique et le néolithique, il n'y a pas de rupture. C'est un continuum avec des sauts qualitatifs qu'on finit par observer et effectivement, tout commence déjà au paléolithique supérieur. Les premières manipulations de corps, on les trouve déjà au paléolithique supérieur. Les premières domestications d'animaux, on les trouve déjà au paléolithique supérieur, et ainsi de suite. Hein, donc, effectivement, il y a une progression, mais avec le temps, les choses s'accélèrent. Et il est bien clair qu'au mésolithique, ce que j'ai appelé l'anthropocentrisme prend une ampleur qui n'a pas encore existé auparavant. Mais c'est une question de gradient. Mais l'histoire est en continuum, c'est très clair. Et donc, je ne vois pas d'opposition entre ta réflexion et ce que nous avons présenté Non, aujourd'hui. pour le plaisir De discuter, bien sûr. Je connais Marcel. Il y a une chose, simplement, si tu permets, que je voudrais bien assister. Une dose optimiste, pour terminer, mais rétrospective, malheureusement. Considérer l'évolution humaine pendant des millions d'années sans que celle-ci ait influencé ou altéré l'environnement. L'altération est très récente, finalement. Oui. Si on compare, disons, 40 000 ans par rapport aux millions d'années d'évolution. Et une dernière chose, c'est ce qui me stupéfie et me fascine en même temps, c'est le mode de vie des Néandertaliens. Ils ont au moins vécu pendant 300 000 ans. Ouais. 300 000 ans, sans altérer ni leur propre nature, ni la nature qui les environnait. Et moi, je me pose la question, si on compare ces 300 000 ans-là à simplement 1 millier d'années pour ce qui nous concerne, je suis beaucoup moins optimiste. Tout à fait. Tout à fait. Moi, je rejoins bien Marcel sur le fait que tout est dans l'humanité, puisque moi, quand j'explique à mes visiteurs le comportement humain, ben, j'aime à dire que c'est une interaction entre ce qu'il y a dans la tête, ce qu'on croit, la métaphysique. J'aime à dire que c'est une relation avec les matières qu'on a à sa disposition, les manières de les mettre en place, c'est avec les modèles que l'on prend, que l'on a, et c'est aussi avec le milieu et le moment. Et cette interaction fait que si tout est dans l'humanité, ben elle est inscrite, ce moteur-là, avec Sapiens, qui est particulièrement différent, faut-il le dire, de Néandertal, c'est ceci expliquant probablement cela, et que dans ces ingrédients, quelque part dans le monde, à des endroits particuliers, le milieu et le moment vont jouer, mais sur des principes généraux qui sont ces grandes idées, ces grandes spiritualités. On a été assez clair, Marcel, que c'était d'abord une histoire d'humain avant d'être une histoire de la nature. C'est la relation de l'homme à la nature, hein, et c'est pas la nature. Hein, c'est pas un déterminisme, quoi. Hein, voilà. Hein, c'est une... Donc vous avez remarqué que notre professeur bien-aimé est venu nous faire l'honneur de nous entendre et de discuter avec nous. Céline ? Est-ce qu'on ne pourrait pas dire aussi qu'un des paramètres principaux serait la démographie ? Ça, c'est l'œuf et la poule. C'est vraiment l'œuf et la poule. Certains ont dit que le néolithique était apparu parce qu'il y avait un déploiement démographique, il fallait y répondre. Bon, j'ai toujours eu des doutes avec ce genre de choses parce que, tiens, on a trop de monde, on va se faire une économie de production, ça me paraît un raccourci un peu audacieux. D'autres prétendent que parce qu'on a inventé l'agriculture, on a pu se payer un développement démographique. C'est pas beaucoup plus certifié, mais c'est un peu plus réaliste. La seule chose que l'on peut assurer, c'est qu'une fois qu'on a un développement démographique, sans économie de production, c'est mission impossible. Oui. Hein, ça c'est clair. Une pure vie de prédateur, au sens non péjoratif du terme, demande quand même une faible population sur de grands territoires pour pouvoir assumer le renouvellement naturel de la nature pour continuer à avoir des éléments pour fournir l'économie alimentaire. Et donc, si on a un développement démographique, il fallait déjà posséder une économie de production pour subvenir à cela. Ça ne veut pas dire que c'est le déclencheur d'un développement démographique, ça, je n'en sais trop rien, mais en tout cas, une fois qu'on est dans ce genre de conséquences, là, il n'y a pas de retour en arrière qui est possible. Aujourd'hui, on ne peut pas imaginer nourrir la planète sans une économie de production. Hein, ou alors il faut accepter un génocide catastrophique de 90% de la population du monde, au minimum. Hein, Mais ce voilà. qu'on constate,
je présume, c'est que à partir du moment où il y a cette explosion démographique qu'on voit au néolithique, il y a une répartition forcément des richesses qui commence à se faire. Quand je dis une répartition des richesses, c'est à partir du moment où on commence à cultiver la terre, on estime que le lopin qu'on a passé son temps à cultiver nous appartient. Donc il y a une notion du coup de lignage, de transmission. Il y a une question de propriété qui s'installe, Oui, c'est très clair. Il y a une question de propriété qui s'installe et je pense du coup qu'elle est inhérente à notre nature humaine dès lors qu'on commence à être un certain nombre. Du coup, mon inquiétude, est-ce qu'on peut revenir en arrière quand on voit ce qu'on en a fait aujourd'hui? Est-ce que c'est le nombre ou c'est le fait qu'on ait dû travailler pour la première fois en l'histoire de l'humanité pour se le produire, hein. Pas très gai de cultiver ses salades et de voir les autres les manger, quoi, hein, et de crever de faim soi-même. Encore qu'avec le système que nous connaissons de hiérarchie sociale, ça peut franchement arriver, hein. Mais non, mais c'est vrai, maintenant soyons sérieux. Forcément, on n'a pas parlé de tous ces phénomènes, mais au fur et à mesure de cette histoire humaine, s'ajoute ce genre de notions. La notion de territoire, la notion de propriété, et puis surtout, déjà pendant le néolithique, la notion de production de biens qui n'ont même plus d'utilité, mais qui vont former richesse, hein. Ça, c'est des choses que l'on voit aussi très fortement. Et dès le 5e, 4e millénaire, on a même des traces de commerce que l'on pourrait appeler aujourd'hui international, hein. Donc tout se met déjà en place petit à petit, et pas à la même vitesse partout, et pas au même moment partout, mais tout se met comme ça en place. Et en général, une fois que ces phénomènes sont suffisamment développés, ils n'offrent pas si facilement que cela, ou parfois même pas du tout, de possibilité de retour en arrière. C'est dans la mécanique Oui. même de Homo sapiens. Oui. Du coup, ça fait Maintenant, on un doit peu- supporter, je ne sais plus combien de milliards on est sur la planète, mais On va être 7 ou 8, 8. quelques-uns, quoi, hein. Il y a Luc qui est loin du micro. Le bien. Merci pour cet échange, c'est vraiment formidable. Pas trop près du bas. Ben voilà, je parle. Merci. Ce sont plus des questions que j'ai parce que je pense que vous mettez vraiment en opposition le fait que c'est la nature qui aurait ou qui n'aurait pas, par rapport à l'évolution de l'homme, entraîné les choses. On vient de parler du nombre de personnes, hein, sur Terre, ou de la densité de population. Ben, personnellement, moi je pense que ce n'est ni l'un ni l'autre. Si vous êtes dans un territoire fini, par exemple en Mésopotamie, entre les déserts, et imaginons, c'est ce qui s'est passé apparemment pendant le mythe du déluge, pendant à peu près un millier d'années, des inondations catastrophiques, avec tout ce qui était enterré chez certains. Si la densité de population est suffisamment importante, il y a des survivants qui vont transmettre ce qu'ils ont vécu. À l'inverse, si vous prenez les personnes qui ont habité sur l'île de Pâques, à part à la fin de leur vie, ils étaient dans un territoire fini, et ceux-là n'ont pas pu transmettre ce qu'ils avaient vécu. Donc, Là, Tiens, Nicolas, je pense que... non, mais on n'a pas super. terminé la question. par rapport à l'intoxication de la nature, je pense que ça peut arriver dans certains cas, pas dans d'autres. Et ce qui m'a vraiment plu dans ce que vous avez présenté, c'était la préparation néolithique. Parce qu'on connaît quand même des volcans qui ont frappé le monde entier vers 23 000, hein, il y a à peu près 23 000 ans, notamment des volcans indonésiens. On a aussi des populations qui sont toujours des chasseurs-cueilleurs là-bas, ou qui cultivent un petit peu, puis ils se rendent compte qu'au bout de 3 ans, ils doivent changer de place, et que 10 ans plus tard, la nature est revenue. Donc peut-être qu'eux ont déjà découvert depuis très longtemps qu'ils pouvaient sélectionner et qu'ils n'avaient pas trop à se fracasser, parce qu'ils étaient toujours dans un climat chaud et humide, à l'inverse des gens qui étaient dans des climats intermédiaires qui, eux, étaient beaucoup plus variables. Mhm. Donc, je me dis que la nature a quand même dû jouer un rôle, mais elle n'a pu jouer un rôle... Enfin, c'est une question que je vous pose, ne pensez-vous pas qu'elle a joué un rôle quand la densité de population était suffisamment importante sur Terre, que pour justement que la transmission du savoir se fasse et que les échanges entre les gens apparaissent? Oui, sur la réflexion générale, je suis très d'accord. On a beau changer sa relation à l'environnement, on est dans un environnement et on en fait partie, hein, et on subit aussi cet environnement. Juste une toute petite remarque, pour ce qui est de l'île de Pâques, j'ai suffisamment travaillé là-dessus pour vous dire qu'il n'y a jamais eu de catastrophe culturelle à l'île de Pâques, il n'y a jamais eu d'effondrement culturel à l'île de Pâques, il n'y a aucune césure dans la civilisation de l'île de Pâques, même s'ils ont subi un déboisement qui a en réalité permis un énorme développement agricole
et une continuation assez formidable de cette société qui a failli disparaître uniquement sous les coups de boutoir du monde extérieur, qui a fait toutes les exactions possibles et imaginables. Mais il y a la légende de l'île de Pâques, première éco-catastrophe. Bon, mais mis à part ce petit détail, parce que c'est un détail, je suis tout à fait d'accord avec vous, parce que nous sommes de la nature, nous faisons partie de la nature, et la nature a son propre rythme irrégulier et parfois catastrophique, et on vit là-dedans, hein, c'est clair. Alors venir près de moi. Ouais, voilà, l'air pas. Petit coup de fatigue, tout va bien. Merci pour ce dialogue très enrichissant. J'aimerais poser une question à M. Decaux ou à Fernand ou aux deux, peu importe. On est là. Vous avez expliqué que l'anthropocentrisme était à la base de l'évolution de la société humaine et que vous avez dit aussi que les activités métaphysiques étaient pour une grande part étaient prépondérantes dans le virage vers l'anthropocentrisme, si j'ai bien compris. Personnellement, je me demande si la recherche du pouvoir, tout bêtement, n'a pas été au moins aussi déterminante, si pas plus, que les activités métaphysiques. Le néandertalien qui a trouvé un truc pour améliorer le rendement de sa chasse ou pour stocker de la nourriture, en fait profiter sa famille, mais au-delà de sa famille, il en fait profiter le clan, et puis il s'aperçoit, il découvre que le troc avec d'autres clans, eh ben, ça lui rapporte, il gagne, et donc il est désigné tout naturellement comme le chef de son clan, voire qu'il se désigne lui-même comme le chef, hein, éventuellement. Et donc, voilà, cette recherche du pouvoir c'est toujours pareil maintenant, évidemment. Hein. Je me demande s'il n'a pas joué un rôle au moins aussi déterminant que les activités métaphysiques, tout en étant que je ne néglige pas les activités métaphysiques qui ont conduit au culte des morts, qui ont conduit à tout le développement de l'art dans toutes ses formes. Mais voilà, j'aimerais avoir votre avis là-dessus. Vaste question, hein, cher ami. J'aurais tendance à dire tout dépend de la paire de lunettes que l'on chausse pour regarder le problème. À savoir que, évidemment, si avec le monde dans lequel je vis, je vais faire juste une analyse de ce que tu as dit. Tu as parlé de pouvoir, tu as parlé de... il y avait quelques mots qui viennent de notre société contemporaine, habituée à ce qui est de la rentabilité, du pouvoir, de l'enrichissement, etc. Alors, dans la préhistoire, je ne suis pas du tout certain qu'on était dans ces relations-là, qu'on puisse lire avec cette paire de lunettes-là les principes de cause à effet dans le phénomène historique qui a conduit jusqu'à nous. Ça, c'est l'histoire de la paire de lunettes, si je suis clair dans ce que je veux dire. Et enfin, la question du pouvoir est à proprement parler une question qui vient du néolithique. On a parlé de territoire, on a parlé de propriété, on n'a pas beaucoup développé ces aspects-là ce soir. Et donc, il est clair que, allez, je vais un peu caricaturer ma pensée en disant, on est face à un gros problème, il est temps de sortir du néolithique. Oui, c'est très difficile à mesurer pour les périodes anciennes de la préhistoire, hein, de toute façon. Ça me paraît une réflexion très chouette, très importante, mais on n'a pas les outils. Mais en tout cas, pendant le néolithique et surtout à la fin du néolithique, l'apparition de la métallurgie, du cheval monté, du char de guerre, etc. Bon, là, clairement, on est parti dans quelque chose qui commence à être extrêmement compréhensible pour nous. Là, je suis bien d'accord avec vous. Mais pour les périodes anciennes, surtout quand on remonte à Néandertal, je ne sais pas du tout. Vous savez, il y a souvent notre propre état d'esprit joue là-dessus. Pendant longtemps, nos collègues anglo-saxons ne comprenaient l'histoire de l'humanité que par la compétition. Les gens réagissaient toujours à la compétition entre groupes. Je ne sais pas si ce modèle peut être vraiment universel comme cela.
Par contre, s'il y a une chose qui est bien universelle, je pense, c'est que toute société doit se doter d'une vision du monde, qu'elle soit à travers le truchement de pouvoir, le truchement de possession, le truchement d'une idéologie, tout ce que vous voulez, mais on doit se donner pour avoir une existence compréhensible entre soi d'une certaine vision du monde. Mais pour le reste, c'est compliqué parce que nous manquons de documentation pour établir les choses de manière un peu certaine pour des périodes très anciennes, en fin de compte. Ou qu'est-ce qu'on retrouve? Des faibles documents extrêmement dérisoires que le temps a bien voulu nous laisser et qui représentent quoi par rapport au quotidien de ces gens? C'est un peu ça le problème. Mais votre réflexion est très, très importante parce que, oui, en tout cas, depuis un certain temps, c'est un vrai moteur, ça c'est clair. Et alors, pour poursuivre cette réflexion-là, parce que tu vois qu'on ne peut pas avoir de réponse, moi j'ai découvert par un podcast Olivier Hamon, qui est un biologiste basé à Lyon, et qui, à partir des lois du vivant, fait un peu de philosophie de la science. Il devrait être parmi nous à l'instant, parce qu'il contribuerait bien à notre débat. Et alors, il propose ceci. Il pointe du doigt le système dans lequel on est, qui est essentiellement un système basé sur la performance. Voilà. Et quand il analyse les fonctions des arbres, la manière des cellules de se reproduire, enfin bref, c'est un biologiste, il regarde ses faits comme nous regardons les nôtres, eh bien il postule que, et il l'observe aussi dans la nature, qu'il faudrait passer de la culture de la performance à la culture de la robustesse. Où là, comme dans la nature, si c'est vrai tout ce qu'il dit, moi je vous témoigne de quelque chose que j'ai entendu, mais allez voir, c'est intéressant, ça ouvre les chakras, eh bien, il postule qu'il y a des systèmes de coopération, d'échange qui existent dans le monde de la nature et qui ne sont absolument pas basés sur des critères de performance. Alors, une nuance, il est interviewé, allez voir, parce que par rapport à la question que tu poses du pouvoir, elle est en filigrane à travers son approche. Moi, j'ai été séduit, et comme tout citoyen, bon, j'ai beau être préhistorien, je suis citoyen, je suis inquiet comme tout un chacun sur l'avenir de l'humanité et de sa planète, et donc ce genre de chercheur qui réfléchit m'intéresse. Et ça va voir, Paul. C'est nickel pour poursuivre la réflexion. Fernand, il y a Attends, Marcel. parce que je pense que j'ai un nœud. Ah, tu as un nœud. Ah oui, Ouais. il a tourné 3 fois. J'ai un nœud. Voilà, excusez-moi de revenir sur ce point-là. Il y a peut-être un malentendu sur le terme métaphysique. Oui. Il y a Ouais. toutes les sauces. Hein. Ouais. Attention. Métaphysique, c'est un système d'explication de ce qui se passe sur la Terre, dans le monde, y J'aurais dû compris le dans dire. notre société. Donc il n'y a pas de système de pouvoir dépourvu de métaphysique. Cette métaphysique explique et justifie Autorise la ou répartition n'autorise pas. hiérarchique à l'intérieur d'une société. Ce n'est pas simplement une affaire de religion ou d'art, hein. C'est bel et bien la manière dont l'homme se définit lui par rapport à ce qui n'est pas lui. Oui, c'est ça la métaphysique. Alors, pour en revenir à la question de pouvoir, faites attention aussi, je vais mettre en garde là, dans les sociétés chasseuses, aujourd'hui, une société de peuple chasseur et comment dire, qui sont pêcheurs et nomades, là, le système social est extrêmement coercitif. Il est bien davantage que chez les agriculteurs. Donc, vous pouvez lire Claude Lévi-Strauss, si vous voulez, ou Malinowski, vous voyez que les systèmes de peuple chasseurs sont extrêmement jaloux de leurs prérogatives. Et on ne peut pas tricher avec la société dans laquelle on est, pas davantage que l'on puisse tricher avec la nature. Il ne faut pas imaginer un âge d'or qui serait dépourvu d'une hiérarchie sociale. C'était exactement l'inverse qui s'est passé. Il fallait d'ailleurs qu'il y ait une hiérarchie sociale pour qu'on puisse subsister pendant ces centaines de milliers d'années. Voilà. Là, je peux donner un autre exemple, Marcel, c'est celui que Christian Jeunesse a étudié sur l'île de Sumba, là, en Indonésie, sur le mégalithisme, toujours vivant, hein, mégalithisme qui est toujours actif aujourd'hui. Hein, on a toujours l'a priori que pour construire des dolmens, etc., il faut une hiérarchie sociale, parce qu'il faut organiser le travail et tout. Et là, il trouve une population actuelle, hein, toujours vivante, qui est sans hiérarchie et construit des mégalithes. Et là, le système est que lorsque quelqu'un a besoin d'un caveau pour enterrer ses morts, caveau mégalithique, parce que c'est dans leur tradition, eh bien, il y a une entente naturelle et tout le monde se met au travail, y compris les femmes et les enfants qui participent à l'opération, parfois de manière un peu symbolique, mais c'est toute une communauté ensemble, sans hiérarchie, qui va construire le monument. Et donc, on a parfois des a priori comme ça un peu singuliers. Les solutions sont beaucoup plus variées et complexes. Céline.
Je rebondis un tout petit instant vers les nécropoles dont vous avez parlé tout à l'heure. La nécropole comme étant un marqueur de néolithisation. Je ne sais pas si vous avez vu l'information qui est parue la semaine passée, je pense, sur Homo naledi. Sûr. Homo naledi, Ah oui. qui aurait laissé un espace sépulcral organisé au fond d'une grotte en Afrique du Sud, dans laquelle il y a des centaines d'individus, et dans laquelle on aurait aussi retrouvé des gravures non figuratives. Mais là, on remonte à 230 000, donc c'est pas du tout... Je crois que 230 000, c'est un peu optimiste, mais oui, c'est déjà vieux. On Mais- l'avait passé encore plus. Avant. Ouais. Donc, 230 000, ça paraît raisonnable. Céline, je pense qu'on continuera à trouver des tas de choses comme cela qui vont nous remettre en cause. Hein. Ce qu'on a présenté, évidemment, c'est par rapport à nos régions et au foyer du néolithique. Et là, on n'a pas de nécropole avant 10 000 ans. Donc, mais évidemment, si on élargit le débat, l'humanité n'est pas linéaire. Hein. Ça, forcément. Donc, ça ne m'inquiète pas beaucoup. Je ne connais pas l'information, je dois t'avouer. Mais ça ne m'inquiète pas beaucoup. On a constamment, dans nos recherches, trouvé des choses qui étaient anormales et qui ont permis de repenser toute l'histoire. Et je crois que sinon, je n'enseignerais plus la préhistoire s'il n'y avait plus rien, tu vois. Donc c'est à vous maintenant de trouver la suite. Voilà. Ceci dit, bon, est-ce que c'est quelque chose qui va avoir des lendemains ou pas? Pas que je sache pour le moment, mais voilà, on verra bien. Hein, on verra bien. C'est vous. Mais je ne suis pas du genre à dire oui, c'est pas possible, donc c'est sûrement faux, il y a un problème d'interprétation. C'est pas du tout ça, parce que le nombre de fois on a interprété les choses comme cela pour se rendre compte. Bon, ben si, la rupestre, il existe bien. Oui, la poterie des chasseurs-cueilleurs, elle existe bien, etc. Et donc, il n'y a pas de raison de mettre ça en doute. Mais on verra ce que ça donne, bien sûr. On essaie d'établir des modèles, mais après, ça reste Ouais. une science humaine. Et une réalité à un endroit précis, à un moment donné, n'est pas la même. Si l'humanité était compréhensible, on le saurait déjà. On essaye. On essaie. Est-ce que quelqu'un souhaite... Ah, parfait. Qui a inventé le terme anthropocène? Merci de me le rappeler. C'est un géologue, mais je ne sais plus qui. Alors, il y a un Néerlandais et un Américain, mais j'ai Oui, oublié leur j'ai nom. oublié, ouais. Et dans quelle année? Ça doit Et- être 50 ou... Ah non, 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 c'est Ah. beaucoup plus récent que ça. Oui, c'est dans les années... On commence à en parler dans les années 70. Puis il y a Oui, un mais- congrès national de géologie où ils ont discuté pendant 5 ans, est-ce qu'on le fait, est-ce qu'on ne le fait pas. Et puis il n'y a pas 10 ans que le terme est consacré. Mais je t'avoue... C'est quand? L'Holocène se termine en 1940. Non, 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 non. c'est dans- Ah, Ça, on n'a pas de date, on a une notion qui est là, voilà, mais on se dispute encore de savoir quand ça commence. c'est ce que je disais au tout début. Il y a des colloques entiers là-dessus. Dans l'école primaire ou secondaire, le Moyen-Âge terminé à la chute de Constantinople, et puis on l'a mis à la conquête, enfin la découverte par les Occidentaux de l'Amérique en 1492. Il y a des C'est notions presque qui... la même chose. Mais tu sais, Ça fait une date, quand même. Non, Constantinople est tombé un peu avant que Christophe n'arrive de l'autre côté. Mais ceci dit, Jean-Pierre, c'est une manière de voir l'histoire. Si pendant longtemps on s'est dit c'est la chute de Constantinople avec une sorte de mythe que les savants de l'Empire romain d'Orient sont revenus, nous ont réapporté le savoir de l'Antiquité. En fait, quand on étudie le Moyen-Âge, le savoir de l'Antiquité a toujours été là, mais enfin bon, c'est un autre problème. Et puis on s'est dit, ben non, on a commencé à conquérir le monde, on va plutôt prendre ça comme symbole. Donc, on n'arrête pas de se donner des faits historiques pour essayer de comprendre notre histoire, mais ça, c'est toujours provisoire et voilà, c'est pas très grave. On peut dire que l'Anthropocène, on y est. On est dedans, ça c'est sûr. oui, et si je peux me permettre, la ligne du temps, qui est vraiment quelque chose que tout le monde a dans la tête, c'est un concept de temps linéaire. Toutes les populations du monde n'ont pas cette représentation-là. Deuxième chose, les faits. Les historiens, hein, je n'ai rien contre les historiens, mais ils vont placer des dates fatidiques pour indiquer des changements. C'est purement des dates symboliques. La chronologie n'explique rien. Elle nous permet de nous situer dans le temps. Et comme vient de le dire Marcel, on est pour le moment dans l'Anthropocène. On va laisser les scientifiques continuer à poil de cuter avec. Et c'est très bien, mais c'est intéressant. Parce qu'il est bien clair qu'il faut une histoire de l'émergence du mot. Hein, toutes nos disciplines ont besoin de se documenter elles-mêmes. Mais moi qui vis avec un musée depuis des années, j'évite d'utiliser trop souvent la ligne du temps parce que personne ne se la représente, d'abord. 3 millions d'années,
10 000 ans. 3 millions d'euros et 10 000 euros peut-être. Enfin bref, ça c'est autre chose. Et donc, je veux dire, mais par contre, travailler sur une approche anthropologique du phénomène humain, avec des modes de vie, des systèmes, plus nous penserons systémique dans les années qui viennent, plus on aura un cerveau qui fonctionne simultanément sur le champ naturel au même titre que le champ culturel, social. Vous savez qu'aujourd'hui on discute beaucoup dans les gens qui réfléchissent sur le développement durable à mettre le mot économie de côté puisque le développement durable a été inventé par des économistes. D'accord ? Les modèles. Et donc, à un moment donné, ces mots, ces vocabulaires, ces modèles qu'on utilise, bien, je pense qu'aujourd'hui, ils doivent échapper à notre vieille façon d'établir des liens de cause à effet. Il faut les réinterroger. Et je pense que notre science, notre discipline, ou un musée comme celui-ci, a beaucoup de travail à faire pour essayer de réinterroger ces relations de cause à effet, puisque toutes les questions qu'on s'est posées, elles sont là, hein, dans une relation de cause à effet. Et garder voilà, cette foi dans l'humanité. Moi, je vais rentrer chez moi optimiste comme je le suis tous les jours, mais conscient quand même que c'est quand même vachement mal barre. Est-ce qu'on prend la dernière question ? Voilà, il est presque 21h40. Donc si vous avez... Bon, le temps passe vite quand on s'amuse. Si vous avez une dernière question, c'est maintenant. Si ce n'est pas le cas, sur la chronologie, les questions... voilà. Donc, monsieur, je vais vous demander de vous avancer. Hein. Vous n'avez pas le choix, vous n'avez pas le choix. Si j'ose poser ma question. Salut. Non. Il y a un mot qui m'a manqué ici pour un peu m'expliquer un peu comment se passaient les choses. C'est assez passionnant ce que j'ai entendu. Mais surtout, j'imaginais l'époque des chasseurs-cueilleurs qui sont devenus sédentaires. Et j'ai pas mal d'imagination. Je me suis un peu imaginé aussi, est-ce que ce ne serait pas pour eux une question de sentimentalisme ? Parce que j'ai mal à la hanche, j'ai de l'arthrose. Et donc, je m'imagine chasseur-cueilleur, on n'arrête pas de courir, on bouge, on est tout le temps en train de bouger. Alors, à ce moment-là, je suis avec ma famille, on est une troupe et je ne peux plus accompagner. Est-ce que la famille ne veut pas se séparer de moi ? Donc, il y a toute une dimension sentimentale et dont on n'a pas du tout parlé ici dans tout l'exposé. Je me demande où est-elle, parce que c'est quand même le propre de l'humain. Mais je crois, hélas, que si on fait un peu d'ethnographie, dans les mondes de purs chasseurs-cueilleurs nomades, n'ont pas beaucoup de pitié pour ceux qui ne savent plus suivre. Hein. Je vous dis tout de suite, chez les Bushmen par exemple, très gentiment, la personne qui ne sait plus suivre, d'elle-même s'en rend compte, s'arrête et dit que c'est fini, et les autres lui disent au revoir, et salut, c'est terminé, et elle meurt seule, quoi. Et le groupe continue parce que c'est une nécessité. Donc c'est pas si simple que ça, mais forcément, c'est très difficile pour des périodes pareilles de toucher aux sentiments. Mais je vous donne raison, mais comment aller les atteindre, hein, c'est très compliqué. Je ne pense pas que ce soit suffisant pour être sédentaire, parce que mais ça peut être un moteur. Mais il faut aussi que les conditions le permettent. Et quand je dis conditions, c'est non seulement les conditions naturelles, il faut un biotope suffisamment riche pour se le permettre, mais il faut aussi un environnement ou des capacités à exploiter cet environnement pour se le permettre. Un groupe ne va pas se suicider pour le plaisir de faire plaisir à quelqu'un qui a de l'arthrose. C'est cruel, mais c'est une réalité. Nous sommes évidemment dans un système différent aujourd'hui où nous pouvons nous permettre d'avoir beaucoup plus profondément une expression matérielle de ce genre de sentiment, mais l'humanité peut être très cruelle avec elle-même pour des nécessités d'existence, tout simplement, qu'elles soient culturelles ou économiques d'ailleurs. Hélas. Et donc, après vous, le sédentarisme n'aura pas pu être motivé par des raisons comme celle-là. Alors, je n'ai pas dit que ça n'existait pas, mais ça ne me paraît pas suffisant. Oui, ça ne me paraît pas suffisant. Elles font partie de l'équation. Christian ? Ouais, moi je veux dire, je n'étais pas trop d'accord avec monsieur, parce que finalement c'est une question de confort, et c'est vrai, le nomadisme, ça impose qu'on se déplace tout le temps, mais quand on est agriculteur, on a beaucoup de travail sur le champ même, et
quand on voit ethnographiquement ce qui se passe, société chasseurs-cueilleurs, ils passent quelques heures, et c'est garanti pour la nourriture, et la esclave, c'est pareil. Donc, je ne pense pas que c'est une raison sentimentale qui peut être liée à... Oui. Je suis d'accord avec toi, Christian, je préfère chasser que d'arracher les mauvaises herbes, hein, ça c'est clair. Donc c'est les femmes qui récoltent dans ce sens. Voilà. Merci Marcel pour cette réflexion, comment est-ce qu'on dit aujourd'hui, profondément inclusive. Je pense qu'on s'est toutes reconnues. D'abord, on va terminer la soirée. Je pense que tout le monde ici est d'accord pour remercier Monsieur Nicolas Caux et Monsieur Fernand Collin pour cette Merci, énorme Fernand. Merci, travail Nicolas. de synthèse sur les origines, sur les causes, sur les conséquences, tout ça en 1 heure. On sait à quel point l'exercice peut être périlleux. Merci aussi pour l'agréable dialogue qui fait que l'heure est passée, l'heure et demie presque, est passée très très vite. Je vous laisserai donc le mot de la fin, peut-être d'abord à Monsieur Collin, parce qu'il est plus proche que moi, et nous terminerons par Monsieur Nicolas Caux. Ben, mon mot de la fin, que je ne m'attendais pas à dire, c'est merci Nicolas. Hein, vous savez que Nicolas et moi, on a fait nos études en même temps, on a partagé des aventures scientifiques ensemble, on a le plaisir de collaborer encore professionnellement aujourd'hui. Et mon mot de la fin, eh bien, je vais l'adresser à mon professeur, car inévitablement, nous sommes tous les deux ses élèves, et je vous remercie d'être là, d'avoir écouté, etc. Mais je vais juste dédier que si j'ai fait un musée comme le Préhistomuseum, c'est aussi grâce à l'approche de la préhistoire de mon professeur. Et je crois, Nicolas, je ne sais pas si tu es un peu d'accord, que si on a parlé un peu comme on a parlé aujourd'hui, on lui doit en partie. Merci, Bernard. Ne fût-ce que pour le contredire. Non, alors, mon petit mot de la fin, c'est qu'on a eu un petit dialogue, Fernand. Mais j'ai fait un petit calcul, ça fait 42 ans qu'on se connaît, hein, ça commence à compter. Autant pour Marcel, d'ailleurs, qu'on se connaît, 42 ans. Hein. Voilà, c'est pas mal. Et nous sommes toujours là, en bonne entente, à partager ou à négocier nos idées, à les défendre. Bon. Et ça donne... Parce que tu étais optimiste, moi je ne suis pas aussi optimiste que toi, mais... En tout cas, ça existe encore et ça mérite ça a un mérite, quoi. Voilà. On est toujours heureux d'être ensemble à travers nos générations qui s'égrènent et c'est pas mal. Et je dois avouer que j'ai le même plaisir avec mes étudiants parce que ça continue avec le temps et j'espère qu'eux auront ce même plaisir plus tard aussi. Voilà. C'est peut-être ma foi dans l'humanité, ce genre de choses. Voilà. Merci à vous.